que la dernière fois, on a vu le principe variationnel, ce qu'on va rapidement écrire. Donc, avec un vecteur quelconque, on peut évaluer W qui est une proportion de deux choses. Puis c'est toujours plus grand ou égal à l'énergie de l'état fondamental. Ensuite, on a égalité si et seulement si phi représente la fonction d'onde exacte. Donc, c'est ça une manière d'approximer. Okay. Donc, maintenant, on va faire un choix. On va dire que est un déterminant de Slater, et en particulier un déterminant de Slater, donc, d'habitude, on utilise phi majuscule. Le nom du traitement s'appelle Hartree-Fock. Donc, on va dire phi HF ou simplement HF. C'est moins précis comme nomenclature, mais ça s'écrit. Bon, donc, si on dit qu'on a un déterminant de Slater, ça veut dire quoi? On a un ensemble d'orbitales qui sont occupées, puis quelques autres qui sont vides, qui ne seront pas impliquées. Donc, on utilise un ensemble Donc, la manière que ça marche, on commence avec les orbitales atomiques, plus d'orbitales qu'on aura besoin. Ensuite, on peut les transformer en orbitales moléculaires. Donc, AO, orbital atomique, puis on les transforme en orbital moléculaire. Puis comment? Disons phi minuscule. Donc les MO sont une transformation linéaire des fonctions de base des AO. Donc on commence avec un ensemble d'orbitales atomiques. On écrit les orbitales moléculaires comme une combinaison linéaire, puis on peut optimiser les coefficients. Donc, comment est-ce qu'on trouve la fonction d'onde Hartree-Fock et les équations? On suppose qu'on commence avec un ensemble d'orbitales. On construit le déterminant de Slater, puis on va minimiser W. Comment est-ce qu'on minimise? On va choisir les C pour que W a un minimum. Okay. Donc, je ne vous donne pas le développement parce que c'est compliqué. Comment est-ce qu'on minimise une fonction de plusieurs variables? On trouve où ses premiers dérivés sont égales à 0. Donc, pour minimiser W avec les coefficients, on trouve où les dérivés de W avec les coefficients est égal à 0. Donc, il y a plusieurs détails. En gros, on fait ça et ça réduit à un ensemble d'équations à un électron. Donc,
Et ce sont ces équations qu'on appelle les équations de Hartree-Fock. On commence avec un nombre d'orbitales, puis ce nombre d'équations, et ils sont couplés ensemble. Donc, ils ont la forme F, une opération qui dépend d'une position agissant sur phi de cette position. Bon, donc, si on le voit simplement comme ça, c'est une équation à valeur propre qui dépend d'un électron seulement. Il y a des complications. Cette opération F dépend de toutes les orbitales en même temps. Donc, pour l'ensemble d'électrons, les équations sont couplées ensemble, ils ne sont pas indépendants. Donc, F donc, ce qui veut dire que les équations sont couplées d'une manière non linéaire. Ce qui rend la solution en pratique compliquée. OK, donc je vais présenter l'opération, pas en trop de détails parce que ça ne sert pas à grand-chose. Donc F, on appelle l'opération de Fock. OK. C'est une opération à un électron. Donc, énergie cinétique, énergie du potentiel, plus une interaction, et c'est l'interaction qui est bizarre à cause que les électrons sont couplés ensemble. Donc, l'interaction n'est pas la vraie interaction. C'est l'interaction qu'on reçoit si on suppose que les électrons sont indépendants. C'est l'interaction effective sur l'électron à R1 à cause des autres électrons. Donc, je vais écrire ça en bas après. Les autres choses sont évidentes. Ça, c'est VEN, comme vous le savez, et ça, c'est juste énergie cinétique. Donc, j'ai dit le potentiel effectif, c'est le potentiel moyen de tous les autres électrons sur un électron en particulier. Okay, donc, si on écrit F de R1, on a un potentiel effectif sur R1 qui vient des autres électrons. Si on écrit F de R2, on a un potentiel effectif qui vient des autres électrons. Électron 1 est impliqué dans le potentiel effectif pour électron 2, etc. Bon, donc les deux morceaux, donc on a une opération directe qu'on appelle Coulomb. Et je vais écrire son effet. Donc, agissant sur
une fonction à un électron, un orbital. Donc, les J sont comme ça. OK, donc ça, c'est symbolique. Comment est-ce qu'on le calcule en réalité? C'est une intégrale comme ça. Donc, on a une fonction de R1 et R2. On prend l'intégrale sur R2, il nous reste seulement R1. Bon, donc ça, c'est l'effet direct. Il y a aussi l'effet d'échange. Et là, c'est un peu différent, mais c'est plus ou moins... C'est similaire, mais c'est un peu différent. Encore une fois, agissant sur phi i. Et là, phi i, ce n'est pas un déterminant de Slater, c'est un orbital. Donc, encore une fois, phi j, R2. Là, c'est toujours le même. La différence, c'est qu'on a ici phi i. Et là, on a j. Donc, les indices i et j, là, se sont échangés. Et pour ça, on appelle cette opération échange. OK? Et puis, l'intégrale s'évalue. Bon, donc ce sont des intégrales assez difficiles qu'on ne les fait pas à la main. En principe, c'est possible, mais en pratique, on ne le fait pas parce que les calculs sont grands. On les fait à l'ordinateur. Donc, les intégrales... Donc, une fois qu'on a les intégrales, on peut construire les opérations. Et donc, on voit directement que les opérations dépendent des orbitales. Donc, pour un choix d'orbital, on construit J et K et donc F. On résout les équations. Les orbitales vont changer. On reconstruit J et K et donc F. On résout les équations pour les nouveaux orbitales. On reconstruit J et K et donc F. On résout les équations. C'est une approche qu'on appelle autocohérent. Donc, on résout F d'une manière où on prend un guess initial, on construit F, on résout les équations, on reconstruit F, on résout les équations, etc. Donc, on résout les équations d'une manière autocohérente.
Donc, on construit F pour un choix. Donc, on commence avec des orbitales. Résout donc, dans la deuxième étape, F ne change pas. On résout pour les nouveaux orbitales. Puis on résout encore jusqu'à ce que le changement des orbitales est très très petit une étape à l'autre. En général, c'est très difficile, mais des chercheurs extrêmement doués et intelligents ont trouvé des manières qui sont stables pour les résoudre. Donc, c'est un processus dangereux en général. Mais dans la plupart des cas, c'est un problème, en chimie au moins, c'est un problème résolu. Okay. Donc, c'est ça, le traitement Hartree-Fock. C'est ça l'opération de Fock et c'est comme ça qu'on résout les équations. On ne les fait pas à la main, c'est l'ordi qui le fait. Finalement, je veux que vous compreniez la différence entre la réalité physique puis le traitement Hartree-Fock. Ils ne sont pas les mêmes choses. Donc, la réalité, c'est qu'on a des électrons qui interagissent. Donc, on a des noyaux, disons, puis on a des électrons qui sont quelque part. Puis, chaque électron interagit avec chaque autre électron. Puis, ça devient des équations extrêmement compliquées. Mais chaque électron a une interaction avec chaque autre électron. L'image Hartree-Fock est différente. Encore une fois, on a nos noyaux. Mais on traite chaque électron d'une manière individuelle. Les électrons n'interagissent pas directement. Chaque électron interagit avec la nuage, le champ, ou la nuage des autres électrons seulement. Donc, chaque Donc, on fait l'approximation que l'équation peut se subdiviser en n équations, un pour chaque électron. Les équations sont couplées et la solution est un peu compliquée, mais pour plusieurs systèmes, c'est une bonne approximation. OK, donc, le point final ici, c'est que Hartree-Fock est un traitement approximatif. Ça sera exact si les électrons étaient indépendants.
ce n'est pas la réalité. La fonction d'onde dans ce traitement-là est bien définie. La fonction d'onde pour Hartree-Fock, c'est un déterminant de Slater. Et là, vous savez tout ce qu'il faut pour dire si c'est une bonne approximation ou non. Si dans la fonction d'onde exacte, on prévoit un déterminant de Slater dominant, Hartree-Fock est un bon point de départ. Si on prévoit plusieurs déterminants de Slater très importants, Hartree-Fock probablement n'est pas une bonne approximation. Donc, c'est ça, Hartree-Fock. Les électrons sont supposés indépendants. En réalité, les électrons ne sont pas indépendants. La différence entre l'image Hartree-Fock et l'image réelle, ce sont les mouvements corrélés des électrons. Donc, on l'appelle la corrélation électronique. Donc, cette année, on a présenté le matériel un peu en désordre. Vous comprenez déjà la différence entre la corrélation faible et forte, donc je ne vais pas faire d'image, mais je vais résumer. La corrélation est faible. Si, encore une fois, il y a un déterminant de Slater dominant. Puis la corrélation est forte s'il y a plusieurs déterminants de Slater qui ont beaucoup d'importance. OK, et là, j'ai un esprit qu'il faut que je vous dise. Les gens en recherche vont pas être en accord avec ça, mais c'est moi qui ai raison dans ce cas-là. Les déterminants de Slater ne sont pas la façon de comprendre la corrélation forte. Donc, c'est quoi, si c'est pas ça, c'est quoi la façon, c'est la recherche qu'on fait. Bon, dans ce cours, on ne discute pas la corrélation forte, on va regarder les méthodes pour la corrélation faible. Et on va commencer ça dans un prochain leçon.